Bonsoir, je suis Marc Lanolec, donc je travaille chez Viséo et ce soir donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un Google Home, comment ça marche, comment on s'en sert et surtout comment on peut développer des applications qui tournent dessus. Alors déjà, un Google Home, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit machin qui n'est pas un diffuseur d'huile essentielle, hein, c'est une enceinte connectée qui a aussi un micro. Alors le côté enceinte est assez pratique parce que comme vous avez pu le voir dans la démonstration de juste avant, c'est vraiment reconnu comme une enceinte connectée par tout ce qui est compatible Chromecast en fait, donc vous pouvez vous en servir pour envoyer de la musique dessus ou moi je m'en sers par exemple comme notification en fait, vu que c'est un haut-parleur qui est toujours allumé, donc ma maison me notifie quand il y a des choses à notifier via mon Google Home, elle me parle toute seule, voilà. Et donc ça a aussi un micro, donc on peut y intégrer Google Assistant et poser des questions super intéressantes, comme par exemple... Le micro est de nouveau opérationnel. Ok Google, quelle température va-t-il faire demain à Toulouse? À Toulouse, demain, les maximales seront de 16 degrés et les minimales de 9 degrés. Voilà, donc ça fait des trucs. Le micro est ça fait des trucs assez basiques de base, donc la météo, ça va aller chercher des informations dans votre agenda si vous lui demandez, ça va faire des recherches Google, ce genre de choses. Mais là où ça peut devenir intéressant, c'est en développant des applications tierces, donc qui vont pouvoir rajouter pas mal de fonctionnalités. Pour développer une application, il y a grosso modo 3 approches. Donc Dialogflow, dont vous a parlé Mickaël juste avant. Donc Dialogflow, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait l'interface. Grosso modo, vous allez essayer de déterminer une conversation avec différents contextes, essayer de voir de quoi l'utilisateur est en train d'essayer de vous parler pour pouvoir lui répondre en essayant de ne pas être totalement à côté de la plaque. Donc ça appartient à Google, c'est intégré directement à la plateforme du Google Home. Il y a un partenaire tiers qui s'appelle Converse.ai, donc eux ils ont choisi une approche qui se veut plus simple en fait. Vous allez modéliser votre conversation sous forme d'arbre, vous avez un nœud racine qui grosso modo répond bienvenue à l'utilisateur et après en fonction de ce qu'il vous dit vous allez naviguer dans un arbre. Du coup c'est l'arbre qui maintient le contexte en fait, vous savez à peu près où vous en êtes dans la conversation parce que vous savez où vous êtes dans l'arbre. J'ai pas essayé personnellement, mais je pense que pour une entrée en matière, ça peut être assez intéressant du fait que c'est très visuel. Et la dernière approche, c'est Actions on Google. Donc ça, c'est un SDK qui est proposé directement par Google, qui permet de faire le maximum de choses. Dialogflow utilise une petite partie d'Actions on Google, tout ce qui est appel au web service dont parlait Mickaël juste avant, ça s'intègre assez bien. Enfin, les web services qu'on écrit pour l'un sont quasiment compatibles pour l'autre. Et c'est ce qui permet d'utiliser la partie domotique du Google Home également, qui n'est pas utilisable avec Dialogflow et Converse.ai. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler spécifiquement de Actions on Google, en sachant que l'implémentation des deux autres, donc Converse.ai et Dialogflow, dans tous les cas repose sur Actions on Google, vu que c'est la seule API qui est proposée par Google pour interagir avec le Google Assistant. Donc voilà, les deux autres en fait sont une sorte de surcouche à Actions on Google. Donc moi je vais vous montrer la partie la plus bas niveau entre guillemets, donc pour voir techniquement comment ça fonctionne. Donc une application qu'on va développer avec le SDK Actions on Google est séparée en deux parties. Donc la première partie c'est un fichier de métadonnées JSON qui va décrire votre projet, votre application. C'est assez similaire au manifeste qu'on peut retrouver sur une application Android. Je vais faire quelques parallèles avec le développement Android parce que je pense que ça peut parler à pas mal de monde ici et moi c'est mon métier donc c'est quelque chose que je connais donc les parallèles sont assez faciles. Donc voilà, vous avez un fichier qui décrit vraiment les différentes actions que va pouvoir faire votre application, etc. C'est du JSON, c'est très léger, ça se lit assez bien. Et la deuxième partie, c'est un web service que vous allez devoir héberger qui va répondre à un modèle d'API très précise. Et en fait, le fichier JSON que vous avez écrit, que vous allez écrire, permet à Google de décrire à quoi va répondre votre API. Donc, fonctionnellement parlant, une application, il y a 3 thèmes importants. Donc, le premier, c'est les actions. Donc, votre application, on va prendre l'exemple d'une boutique de vêtements en ligne. Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez demander à consulter un catalogue de produits, vous pouvez passer une commande, etc.
Donc, pour reprendre l'arbre de converse de Taillai, en fait, chaque nœud de l'arbre va correspondre à une action. Et donc, votre fichier JSON de description de projet va devoir lister toutes les actions que peut prendre en compte l'application. Donc, petit truc intéressant, la manière d'appeler une application sur le Google Home, ça va être « Ok Google, je veux parler à ma boutique de vêtements ». Donc là, on va arriver sur le nœud racine de la conversation, et grosso modo, l'application elle va pas avoir de contexte, du coup tout ce qu'elle va vous répondre c'est bienvenue, voilà, elle va peut-être suggérer une ou deux actions potentiellement, mais elle peut peut pas prendre d'initiative en elle-même. Par contre, chose assez intéressante, l'utilisateur peut dire ok Google, demande à ma boutique de vêtements si elle a des manteaux en taille M. Et donc là tout de suite, dès l'entrée en conversation en fait avec l'utilisateur, on a un contexte, on sait à peu près ce qu'il veut faire. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en 2 étapes en disant « Ok Google, je veux parler à ma boutique de vêtements, on attend qu'elle me dise bonjour, ok très bien, donne-moi la liste des manteaux que tu as en taille M ». Donc là on passerait au deuxième nœud de la conversation, entre guillemets, sur l'arbre de conversation. Mais en fait, le fait d'avoir déterminé dès le début qu'on voulait regarder les manteaux en taille M, on va accéder directement au deuxième nœud de la conversation. Donc c'est en ça qu'une application peut avoir plusieurs points d'entrée, on peut arriver directement via une action assez spécifique. On peut là aussi faire le parallèle avec Android qui va lister les activités dans le manifeste. Par défaut, vous en avez une qui est lancée quand vous appuyez sur l'icône de votre application. Mais mettons, vous êtes en train de développer une galerie photo, vous avez une deuxième activité qui va s'ouvrir quand vous allez appuyer sur une photo. Vous pouvez très bien, depuis une application tierce, vouloir voir une photo, pouf, ça va tomber directement sur l'activité de détail de photo. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc le deuxième élément important, c'est la notion d'intent. Donc un intent, c'est pas tout à fait la même chose que sur Dialogflow. C'est en fait un objet qui va être échangé entre l'infrastructure de Google, donc du SDK Actions on Google, et votre implémentation de web service. Donc en fait, c'est un fichier JSON qui va contenir un identifiant de conversation et beaucoup de métadonnées. Ces données vont s'enrichir au fur et à mesure de la conversation. Vous pouvez y stocker des choses, vous personnalisées, qui ne seront pas du tout utilisées par le SDK, mais vous allez avoir des informations sur l'utilisateur, par exemple, vu que l'application peut tourner sur n'importe quel périphérique où peut tourner le Google Assistant, vous allez pouvoir savoir si il a un écran ou pas, s'il a de l'audio ou pas, etc. Tout ça, c'est des informations qui vont être stockées dans l'intent. Et vous allez également avoir des informations sur l'action qu'est en train de faire l'utilisateur. Donc en fonction de la phrase qu'il a donnée, vous allez avoir des informations sur le contexte, est-ce qu'il a voulu chercher quel produit, donc des manteaux, en quelle taille, etc. C'est des choses qui vont être stockées dans ce fichier JSON. Donc il va être échangé dans les deux sens, c'est-à-dire que vous allez le recevoir avec les informations et vous allez le renvoyer, donc en rajoutant potentiellement des données si vous voulez stocker des données, mais aussi en indiquant l'action que vous voulez faire en réponse à l'action de l'utilisateur. Donc lui proposer une liste de manteaux ou ce genre de choses. Et le dernier élément, c'est la notion de fulfillment. Alors un fulfillment, en fait, c'est tout simplement le web service qui va répondre à une action. Donc ça aussi, c'est à décrire dans le fichier de projet en JSON. Donc tout simplement, en fait, la plupart du temps, vous allez avoir un seul web service qui va répondre pour toutes les actions, vu que vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour distinguer l'action dans le JSON qui vous est passé par le SDK Actions on Google. L'intérêt, c'est si vous êtes une entreprise qui développe plusieurs applications, vous allez pouvoir partager, mettons, toute la partie authentification, ce sera sur un web service à part qui pourra être utilisé par plusieurs applications, etc. Donc ça vous permet de dispatcher un petit peu la logique de votre application en plusieurs web services. Mais la plupart du temps, clairement, vous n'en aurez qu'un seul. Donc pour développer une application, Google met à disposition plusieurs outils. Donc le premier, c'est une console de publication sur le web qui est assez proche de n'importe quelle console de publication en fait. Vous allez pouvoir renseigner les détails de votre projet, donc un nom, chose importante vu qu'elle peut être appelée à l'audio un nom phonétique. Donc là, ça me permet de souligner un point super important, autant sur une application Android par exemple, si vous internationalisez pas votre fiche du Play Store, si l'utilisateur il sait à peu près ce qu'il veut, il trouvera sa fiche sans problème, il trouvera l'application, il l'installera, il s'en servira derrière.
Là, le problème, c'est que la partie phonétique, c'est très lié à la langue. Et je ne sais pas si des gens qui ont un Google Home, un Chromecast ou autre ont essayé déjà de lire de la musique en donnant un nom de groupe ou d'album en anglais. Ce machin, il est configuré pour reconnaître une langue, il reconnaît une langue. C'est assez absurde les résultats qu'il peut trouver en donnant un nom d'album en anglais parfois. Donc vraiment, c'est important d'internationaliser la fiche de publication dans toutes les langues, en particulier pour le nom phonétique. Après, bon, c'est des informations assez classiques. Vous pouvez choisir si l'application va tourner sur tout ce qui est vocal ou écran ou les deux, etc. La console permet aussi de lancer un simulateur donc qui permet de vérifier que votre application marche bien. En fait, la passer en mode test et la tester sur un petit simulateur qui permet soit d'écrire en fait pour discuter à l'écrit, soit d'utiliser le micro et le parleur du PC pour tester que ça fonctionne bien. Et enfin, il y a une petite partie analytics. Ensuite, le deuxième outil, c'est un outil de publication en ligne de commande. Donc en fait, c'est l'outil qui vous permet de publier votre fichier JSON chez Google, donc de le mettre à jour si vous le modifiez, etc. C'est totalement décorrélé de la partie Play Store, et en fait, c'est ce fichier-là qui va vraiment contenir toutes les informations de votre projet. Donc concrètement, la fiche, pardon, j'ai dit Play Store, mais c'est une boutique spécifique pour l'assistant. Donc en fait, la fiche est vraiment totalement décorrélée. Vous ne mettez pas à jour votre application sur la console de publication, tout se fait via l'outil de publication. Donc le fait qu'ils soient en ligne de commande, c'est assez pratique pour intégrer dans de l'intégration continue, etc. Et la dernière partie, c'est un SDK. Donc ce SDK est en Node.js. Bon, après, il n'est absolument pas obligatoire. En fait, tout ce qu'il fait, c'est parser le fichier JSON que vous recevez, extraire des données qui sont intéressantes, et vous simplifiez la vie pour écrire le JSON que vous allez renvoyer chez Google. Grosso modo, ça se limite à ça. Il n'est absolument pas obligatoire dans le sens où si vous voulez implémenter votre web service en Python, en Ruby ou même en PHP, si vous y tenez vraiment, c'est possible. Il y a toute la documentation qu'il faut. Sur la doc de Actions en Google, par défaut, vous avez des exemples de code en JavaScript. Vous avez un petit bouton pour switcher sur le fichier JSON qui est soit transmis par Google, soit que vous devez renvoyer à Google. Donc vraiment, je pense pas qu'ils cherchent à le limiter sur un seul langage. C'est juste que tout simplement, eux, leur but derrière, c'est que vous vous hébergiez votre web service sur sur les Cloud Functions de chez Google pour utiliser Firebase, pour utiliser ceci, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de simplifier la vie quand vous utilisez tout chez eux, quoi. Donc, on va attaquer la partie un petit peu plus technique sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez connaître sur votre utilisateur, etc. Donc la première notion importante, c'est la notion de surface. Donc la surface, en fait, c'est ce qui vous permet d'interagir, la surface que vous avez pour interagir avec votre utilisateur. Donc sur un Google Home, par exemple, vous n'avez qu'un micro et un haut-parleur. Si vous utilisez l'assistant sur votre téléphone, vous avez un micro, un haut-parleur, mais vous avez aussi un écran et un clavier, du coup, vous lui parlez en mode texte. Donc ça, c'est une information qu'on a dans tous les cas dans les métadonnées de l'intent. Il est tout à fait possible d'avoir une conversation qui se passe sur plusieurs surfaces à la fois, donc c'est ce qui se passe quand vous utilisez l'assistant sur votre téléphone par défaut. Si vous posez une question, vous allez avoir une réponse vocale et une réponse texte. La plupart du temps, la réponse texte n'est pas tout à fait identique à la réponse vocale, c'est une synthèse en fait de la partie vocale, mais elle peut être mise en forme plus facilement, donc elle peut présenter plus d'informations plus facilement que la partie audio. Il est tout à fait possible aussi dans la logique de votre application, vu que vous avez l'information du quelle surface est en train d'utiliser l'utilisateur, d'avoir des comportements différents. Donc par exemple, pour reprendre le cas de la boutique de vêtements en ligne, mettons votre utilisateur est sur son téléphone et il cherche des manteaux. Là, vous allez très facilement pouvoir lui proposer une liste de produits qui correspond à ce qu'il cherche. C'est très visuel, c'est très facile pour lui de choisir, etc. Par contre, s'il est sur un Google Home, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est si vous arrivez à identifier l'utilisateur et que vous savez qu'il a été sur votre site la semaine dernière et qu'il a consulté 2 manteaux, vous pouvez essayer de faire un truc pour mettre en avant ces 2 manteaux-là qu'il a déjà consultés. Ça fait moins d'informations à présenter. Voilà. Vous pouvez avoir vraiment des comportements très différents entre une application purement audio et une application qui va être aussi visuelle. Et si vraiment vous avez besoin, par exemple, l'utilisateur veut voir une photo du manteau, ce qui paraît cohérent avant d'acheter un vêtement, vous allez pouvoir lui demander, dans les métadonnées de l'intent, en fait, vous avez l'information, est-ce qu'il a une autre surface à proximité? Donc concrètement, est-ce qu'il a son téléphone pas loin? Si c'est le cas, vous allez pouvoir lui demander la permission en fait, de transférer la conversation sur un autre appareil.
Et donc là, il y a deux possibilités, soit il refuse et il ne verra jamais les photos, soit il accepte. Pour vous, c'est totalement transparent, la seule chose qui change, c'est l'information de surface, du coup, puisque maintenant il a un écran. Pour lui, c'est totalement transparent, c'est juste que la conversation se déplace sur un autre appareil. Et tout le reste totalement identique. Voilà. Du coup, vous pouvez lui montrer les photos dans le flow de la conversation, tout se passe bien. Donc, depuis tout à l'heure, je parle de ce que peut faire l'utilisateur et de ce qu'on peut faire en réponse. Concrètement, le détail d'une réponse qu'on envoie à l'utilisateur, c'est soit du texte, soit de l'audio, soit des deux. Donc pour l'audio, on peut avoir du text-to-speech assez classique, qu'on connaît tous, sans la moindre intonation, qui s'arrête à des endroits où on ne pensait pas qu'il s'arrête, qui est incapable de prononcer un acronyme, etc. On peut avoir du SSML. Alors le SSML, si je dis pas de bêtises, ça doit vouloir dire Synthetic Speech Markup Language. En fait, c'est du texte, mais qui va être enrichi avec des balises assez simples. Donc vous allez pouvoir décrire un paragraphe, par exemple. Du coup, à la fin du paragraphe, il va faire une pause un peu plus longue qu'à la fin d'une phrase normale. Vous allez pouvoir dire, voilà, ça c'est un acronyme. Au lieu d'essayer de me lire SMLO, tu vas me dire SSML. Vous allez pouvoir faire référence à un fichier audio externe. Par exemple, vous êtes en train de développer une application de quiz. Au moment où l'utilisateur vous répond, vous allez pouvoir faire un petit jingle un peu positif s'il a bien répondu, un petit jingle négatif s'il a mal répondu. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses en SSML pour rendre la conversation la plus naturelle possible et du coup que l'utilisateur soit le plus enclin à continuer possible. Et après pour la partie texte, l'assistant gère une variante de Markdown pour mettre en forme assez simpliste. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir des réponses assez enrichies, donc sous la forme de cartes, les cartes qu'on voit dans à peu près toutes les applications Google, ou un lien, ou une liste d'informations. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple de la boutique, s'il demande d'avoir des manteaux, on va pouvoir voir différentes photos de manteaux, etc. Et petit détail intéressant, vous pouvez envoyer des suggestions à l'utilisateur pour sa réponse. Alors, ça va pas être très lisible. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de carte. Donc il y a une image, il y a un titre, il y a un petit bouton pour en savoir plus, etc. Et dessous, on peut voir deux suggestions. En gros, c'est des espèces de petites pastilles dans lesquelles il y a du texte. Alors l'idée des suggestions, c'est pas d'essayer d'anticiper ce que va vouloir répondre l'utilisateur, parce que ça, il est assez grand pour le savoir lui-même. C'est justement pour essayer de continuer à l'engager dans la conversation avec quelque chose à quoi il ne s'attendait pas forcément. Donc là, il vient de mettre un manteau dans son panier. Vous allez pouvoir lui suggérer, par exemple, de regarder les écharpes. Vraiment, l'idée, c'est de le garder dans la conversation. Et du coup, à droite, on a un petit exemple de liste. Donc là, c'est une liste assez complexe dans le sens où il y a une image, il y a un titre, il y a du texte, etc. On peut très bien imaginer une liste beaucoup plus simple. Il est en train de choisir un produit, on va lui afficher la liste des tailles disponibles. C'est juste une lettre, donc ça prendra beaucoup moins de place. Il va appuyer sur une des tailles et pouf, ça va vous envoyer automatiquement la réponse. Ensuite, donc en développant des applications, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des types de données en fait, que vous avez besoin tout le temps de demander à l'utilisateur, alors que ce soit l'adresse de livraison pour valider une commande, une couleur, ce genre de choses. C'est des choses qui, sur une partie textuelle, c'est assez facile à traiter, c'est assez facile à valider, bien que l'adresse de livraison, si l'utilisateur commence à vous rajouter quelques mots avant, quelques mots après, ça commence à devenir déjà beaucoup plus compliqué. Mais à l'oral, j'en parle pas, pour peu qu'il y ait un petit peu de bruit à côté, vous allez juste rien comprendre. Et du coup, Google, en fait, fait ça pour vous. Vous allez pouvoir dire, ok, là, je veux demander une date et heure. Vous allez pouvoir préciser une petite phrase de contexte qui va être dite ou écrite à l'utilisateur juste avant. Et si l'utilisateur est sur son téléphone, il va avoir carrément une interface spécifique pour noter une heure, etc. Et du coup, tout ce qui est validation de données va être fait en amont par Google. Vous allez récupérer directement juste l'information qui vous convient en fait. S'il y a des mots avant, concrètement, ils n'apportent rien à la question, donc vous n'allez pas les avoir. Vous allez vraiment avoir juste l'information que vous avez demandé initialement. C'est vraiment pratique, il y a beaucoup de types de données qui sont gérés. Ça simplifie beaucoup les choses. Bien évidemment, il y a le cas qui va arriver où vous posez une question à votre utilisateur, soit il n'a pas compris, soit vous ne comprenez pas la réponse. Concrètement, vous êtes bloqué. Donc là, dans cette situation, il y a la notion de reprompt, donc tout simplement pour redemander à l'utilisateur ce que vous venez de lui demander. Donc ça se passe en 3 étapes. La première fois, vous allez lui reposer une question. La deuxième fois,
c'est qu'a priori, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Donc vous allez essayer de lui expliquer différemment. Et la troisième fois, c'est que dans tous les cas, il y a un problème quelque part. Soit vous ne le comprenez pas, soit il ne vous comprend pas, mais ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Vous lui dites au revoir et puis à la prochaine peut-être. Idéalement, il ne faut clairement pas en arriver là, parce que si vous en arrivez là, le Google Home en fait ferme l'application, et si l'utilisateur veut recommencer, il doit potentiellement refaire toute la conversation qu'il avait fait, ce qui va être très pénible, et il y a de très grandes chances qu'il ne le refasse jamais. La limite de 3 est vraiment imposée par Google, il n'y a pas moyen d'essayer plusieurs fois si jamais il y a un problème de conversation, c'est vraiment Google arrête au bout de 3 essais. Donc, en ayant ça en tête, il y a 3 comportements possibles qu'on peut avoir. Donc, le premier, c'est si on fait rien, le Google Home va répondre des phrases assez génériques en fait, qui apportent aucune information à part qu'il a vraiment pas compris. Ça va être désolé, je ne comprends pas. Donc là, si l'utilisateur n'a pas compris ce que vous lui demandez, ou tout simplement qu'il y avait du bruit initialement, qu'il n'a pas entendu ce que vous étiez en train de dire, grosso modo, c'est fini, vous ne saurez plus jamais. Après, il y a moyen, quand vous lui dites un truc, dans l'intent, de fournir 3 phrases en fait en dur qui vont être lues prononcées ou écrites successivement si l'utilisateur ne comprend pas la réponse ou s'il ne répond pas ou ce genre de choses. Donc là c'est sympa, ça vous permet d'être un peu plus contextuel puisque vous allez pouvoir, ce que je disais précédemment, dans le premier cas, grosso modo, répéter la question. Dans le deuxième cas, essayer de l'expliquer différemment pour que s'il n'a pas compris correctement ce que vous attendez de lui, essayer de le formuler différemment en espérant qu'il comprenne. Et la troisième fois, lui dire désolé mon grand, mais vraiment, je sais pas si tu parles anglais ou quoi, mais moi je te comprends pas. Et le dernier cas, c'est des phrases totalement dynamiques. Donc là, en fait, le SDK, côté Google, va essayer d'extraire toutes les informations qu'il peut de la phrase de l'utilisateur, va vous les transmettre, va vous dire, ok, j'en suis au 2e essai par exemple, donne-moi un truc à lui répondre parce que moi je sais pas quoi faire. Donc là vous allez pouvoir composer une phrase en ayant du coup beaucoup plus de contexte, vu que vous la composez à la volée. Donc vous allez pouvoir savoir d'où vient l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a fait comme action avant, etc. Donc vous allez pouvoir l'aiguiller beaucoup plus finement. Du coup, c'est beaucoup plus contextuel et potentiellement ça peut largement aider l'utilisateur. Vous pouvez même essayer de faire de la reconnaissance de langage pour essayer de comprendre ce qu'est en train de vous dire l'utilisateur. Ça peut aller très très loin, mais du coup c'est clairement la solution la plus intéressante dans le cas où l'utilisateur n'a pas compris, vu que c'est la solution qui va vous permettre de garder l'utilisateur dans votre application en fait. Donc voilà, techniquement le fonctionnement de base de Actions on Google c'est ça. Google donne quelques conseils pour écrire des applications qui soient agréables à utiliser pour l'utilisateur et du coup pour pousser l'utilisateur à continuer à utiliser l'application. Donc le premier c'est de pouvoir prévoir d'aider l'utilisateur à n'importe quelle étape de la conversation. Donc ça permet de limiter le cas où justement il va répéter et vous ne comprenez pas et en fait lui il n'a pas compris la question, vous ne comprenez pas, etc. L'idée c'est plus vous pouvez l'aider tôt, moins il y aura de messages échoués en fait et du coup plus il restera dans l'application facilement, plus il restera dans la conversation facilement et plus il aura envie d'utiliser l'application. Après, donc s'il y a du bruit que que le Google Home ne comprend pas ce qu'il lit, il est très possible que le cas inverse se passe aussi. Donc par exemple, au moment où le Google Home répond, il y a le téléphone qui sonne, l'utilisateur il n'entend pas ce que vous étiez en train de dire, même s'il ne répond pas au téléphone, avec la sonnerie qui couvre le bruit du Google Home, il n'a pas entendu. Donc il faut vraiment avoir un mécanisme qui permet de répéter la dernière question, potentiellement de la répéter différemment là aussi. Toujours dans l'objectif d'éviter la limite de 3 tentatives échouées. Oui. On peut poser des questions en cours Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut répéter sur d'autres surfaces? Peut-être dire, si tu n'as pas entendu, il y a trop de bruit, ou je peux l'écrire sur ton téléphone, tu réponds à l'écrit. Alors la question c'est, en cas d'erreur en fait, qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, est-ce qu'on peut proposer à l'utilisateur de changer de surface? Alors malheureusement je pense pas, parce que quand l'utilisateur ne comprend pas, on rentre vraiment dans un mode assez spécifique qui enferme un peu dans ce contexte-là, et je pense pas que ce soit faisable. Alors ça vérifie, j'ai jamais essayé, peut-être que c'est faisable, mais ça m'étonnerait pour l'instant. Et donc le dernier conseil que donne Google, c'est de vraiment personnaliser l'application par rapport à l'utilisateur. Alors ça va être sur des petits détails, mais par exemple si il a commandé un manteau en taille M quelque part à un moment,
ben, par défaut, vous allez lui proposer un manteau en taille M, vous n'allez pas lui proposer en taille XL. Mais vous n'allez pas non plus lui afficher la liste de toutes les tailles, vous allez vraiment par défaut lui dire du M, et après, bah, si lui veut changer de taille, ça va être une action qu'il va devoir faire en plus, mais dans la plupart des cas, du coup, ça lui simplifiera la vie. Par contre, pour éviter de paraître totalement creepy, ok, je connais tout sur toi, tu sais pas, mais moi je sais parfaitement qui t'es, je sais quelle taille tu mesures, je sais quelle couleur sont tes yeux, etc. Au premier lancement, bah, on ne connaît pas l'utilisateur, donc on va faire un premier lancement tout à fait classique. Au deuxième lancement, ça peut être intéressant, en particulier si on a le prénom de l'utilisateur par exemple, de lui dire ah, heureux de te revoir, machin. Bon, bien évidemment, c'est totalement hypocrite parce que le Google Home, il est absolument pas heureux d'avoir du travail à faire, mais ça permet de mettre l'utilisateur au courant en fait qu'on a des informations sur lui parce qu'il a déjà utilisé l'application et du coup qu'il soit plus enclin à accepter qu'on possède des informations sur lui. Donc maintenant je vais passer sur la partie Smart Home. Alors Smart Home en fait c'est une partie du SDK Actions on Google dont je parlais au tout début qui s'occupe de la partie domotique. Par contre c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, vraiment limité à Actions on Google. C'est pas possible de l'utiliser sur Dialogflow ou sur Converse.ai pour une raison très simple en fait. Toute la partie langage c'est traité par Google. Tout ce que vous envoie Google c'est des actions à faire. Par exemple, il va vous dire très clairement allume une lumière, mais ce sera sous forme de requête, ce ne sera pas une phrase en français ou en anglais qui va dire allume la lumière. C'est lui qui fait le parsing, c'est lui qui essaye de déterminer ce que veut faire l'utilisateur et dans quel contexte. Et en sortie, vous avez une action qui va être appelée sur votre web service. Du coup, tout ce qui est Dialogflow et Converse.ai qui gère la partie conversation à proprement parler n'ont aucun intérêt dans ce contexte-là. Donc c'est une partie de Actions on Google, mais ce n'est pas supporté par le SDK Node.js. Alors, sans doute pas encore supporté par le SDK Node.js, mais du coup, il y a juste l'option traiter le fichier JSON soi-même. Après, dans tous les cas, le fichier JSON en question contiendra beaucoup moins d'informations parce que ça ne vous intéresse pas en fait. Vous voulez répondre à des actions précises, telles que fermer les volets, mais vous savez que l'utilisateur est identifié, vous savez qu'il est chez lui, vous vous en fichez de savoir s'il est en train de vous parler via un Google Home ou via votre téléphone ou via Google Allo ou autre. Vous avez juste une action, vous y répondez, point. Donc c'est ce qui permet d'intégrer des objets connectés de différents constructeurs, donc par exemple Honeywell, Nest pour tout ce qui est thermostat, l'IFX, Philips Hue pour tout ce qui est éclairage, enfin, il y en a une liste longue comme le bras. Mais par contre, du coup, chaque constructeur a dû écrire son application, qui va implémenter son protocole, qui va être capable de communiquer avec son cloud, qui va être capable d'interagir avec ses objets. Et du coup, s'il y a un nouvel acteur qui se lance sur le marché aujourd'hui, il va falloir faire une nouvelle application, qu'il va falloir configurer de nouveau sur l'application Google Home, etc. Donc c'est vraiment pensé pour du cloud, pour des entreprises qui ont des centaines de milliers d'utilisateurs à gérer, etc. C'est vraiment pas pensé pour l'utilisateur comme moi en fait, qui essaye de faire ça chez lui, qui s'en fiche de pouvoir contrôler sa maison à distance parce qu'il a déjà d'autres moyens de le faire, etc. C'est pensé pour du grand public qui dans tous les cas va acheter 36 millions de solutions pour différents besoins et du coup on fait les choses le plus indépendantes possible. Voilà. Donc le fonctionnement de base, c'est que ça se paramètre via l'application Google Home, donc c'est celle qui permet de paramétrer le Google Home ou tout ce qui est Chromecast, etc. pour les connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc l'application Google Home, vous allez dire ok, dedans, moi je veux associer tel type de matériel. Et du coup là, il va se passer plusieurs choses. Vous allez devoir vous identifier sur la partie web en fait du constructeur en question. Le Google Home va récupérer des informations sur votre compte chez le constructeur pour savoir quel type de périphérique vous avez chez eux, donc par exemple une ampoule, un thermomètre, etc. Et va vous demander de personnaliser. En fait, la personnalisation, ça va être, voilà, telle lampe en fait s'appelle lampe salon, mais en vrai elle est dans la cuisine, c'est juste que je l'ai mal nommée. Je vais pouvoir l'associer à la pièce cuisine. Et ce genre de choses, ça va être stocké dans une base de données qui est stockée chez Google, qui s'appelle HomeGraph. Et du coup, il va stocker à la fois la liste des différents périphériques que vous avez chez différents constructeurs et les personnalisations que vous pouvez y avoir effectuées, donc sur le nom et les pièces dans lesquelles ils sont contenus. Le principe de fonctionnement, c'est que l'utilisateur va toujours communiquer avec le SDK Actions on Google qui, lui, va dispatcher les actions derrière, mais il n'y aura jamais d'action directe entre l'utilisateur et toute l'infrastructure du constructeur dans cette situation-là.
Donc pour présenter les informations d'un appareil, donc une lampe par exemple, on a différents types d'informations. Donc on va avoir des métadonnées assez génériques que tous les objets vont avoir, donc un nom et la pièce dans laquelle il se situe par exemple, en sachant que Google est assez intelligent pour, si on a nommé une lampe salon, qu'on lui demande d'allumer la lampe tout court, si vous en avez qu'une de paramétrer, il ne va pas s'embêter avec le fait qu'il n'y ait pas le nom complet dans ce que vous avez dit, il va essayer de déterminer laquelle est la plus probable que vous ayez ciblée, et pouf, ok, bon, ça doit être ça, et je vais allumer celle-là directement. En plus de ces informations-là, donc chaque appareil va avoir un type. Donc un type, et là aussi il y en a beaucoup, ils ont prévu pas mal de cas. Donc il y a des trucs assez classiques, donc lumière, thermostat, ce genre de choses. Et ça va jusqu'à, par exemple, un lave-vaisselle. Pourquoi pas, hein, mais c'est prévu. Vaut mieux en prévoir trop que pas assez, très clairement. Et en plus de ça, donc un appareil peut avoir un type, mais va pouvoir avoir plusieurs traits. Alors un trait, c'est en fait les capacités que va avoir l'appareil. Donc pour une lampe, par exemple, vous allez pouvoir l'allumer et l'éteindre, mais potentiellement, vous allez pouvoir régler la luminosité, vous allez pouvoir régler la couleur. Le mot important, là, étant potentiellement. Parce que une ampoule, par défaut, ça s'éteint et ça s'allume, ça c'est le principe de base, mais vous en avez certaines, mais pas toutes, qui vont pouvoir paramétrer la couleur, par exemple. Et du coup, le fait de dire, voilà, ma lampe, elle a la caractéristique, je m'allume et je m'éteins, parce que bon, ça c'est logique, mais aussi je gère la couleur, du coup, le Google Home ou n'importe quel appareil qui a le Google Assistant va pouvoir interagir différemment avec et va savoir qu'il peut faire différentes actions dessus, en fait, en fonction des traits que vous avez présentés pour cet appareil-là. Là aussi, il y en a énormément, donc ça va de régler la luminosité ou allumer ou éteindre un appareil à régler une température sur un thermostat, régler une minuterie, ce genre de choses. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, toutes ces informations-là, on va pouvoir interagir dessus via 5 requêtes différentes. Alors je dis 5, il n'y en a vraiment que 5, il n'y a que 5 choses qu'on peut faire. Les 3 premières vont être dans le sens infrastructure de Google, à vous, votre implémentation de web service. Et les 2 dernières sont dans l'autre sens, donc c'est vous qui notifiez Google de certaines choses. Alors la première, c'est Action Device Sync. Là, en fait, Google va vous demander de publier la liste de tous les appareils qui sont configurés pour un utilisateur donné. Donc vous allez envoyer le nom, la pièce dans laquelle vous supposez que l'appareil va être, en fonction du nom ou ce genre de choses, vous allez supposer des choses. Après, dans tous les cas, l'utilisateur va pouvoir les personnaliser derrière. Le type de chaque appareil et tous ses traits. Donc, à partir de là, Google va être capable de stocker tout ça dans la base de données HomeGraph dont je parlais tout à l'heure. L'utilisateur va pouvoir y apporter des modifications, etc. Les modifications restent côté Google, vous n'avez rien à faire de votre côté pour vous plier aux modifications que va faire l'utilisateur dans tous les cas. Et donc, l'utilisateur va voir directement dans l'application Google Home la liste des composants que vous avez publiés, donc en réponse à la requête sync. La deuxième, c'est Query. Donc Query permet à Google de vous demander l'état de différents appareils. Donc, par exemple, il va vous demander l'état de 2 lampes. Vous allez répondre avec un petit JSON toujours. Voilà, telle lampe, elle est dans tel état, elle est de telle couleur, elle est allumée, machin. La deuxième lampe, elle est éteinte. Ou la deuxième lampe, elle est déconnectée, donc je sais pas. C'est un cas qui peut arriver aussi. Et la troisième requête, donc la dernière que peut appeler Google, c'est Execute. Donc là, c'est pour répondre à une action de l'utilisateur, en fait, qui va dire, par exemple, allume la lumière du salon. Google va dans un premier temps donc, déterminer l'action que veut effectuer l'utilisateur et sur quelle lampe, et il va vous envoyer une requête execute. Donc la requête execute, ça vous dit de faire l'action, donc allumer la lampe, et vous devez renvoyer le nouvel état du composant. Le problème, c'est que y a certains appareils en basse consommation, ou par exemple en radio en 433-92 MHz, qui sont incapables de donner leur état ou de le donner dans un temps raisonnable. Un temps raisonnable étant, d'après les recommandations de Google, 200 millisecondes, c'est bien, il faut essayer de ne pas cibler plus, et dans tous les cas, au bout de 5 secondes, si votre application n'a pas répondu, c'est fini, Google ne vous laissera plus aucune chance, votre application se ferme, point. Et l'utilisateur devra, pareil, recommencer depuis le début s'il veut paramétrer des choses, en sachant qu'à chaque fois que vous allez passer les 5 secondes, Google déterminera que l'application ne répond plus. Donc dans le cas où on a un appareil qui n'est pas capable de donner son état rapidement,
En réponse à la requête execute, on va dire ok, j'ai bien fait ce que tu m'as demandé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Potentiellement ça a changé d'état, potentiellement ça n'a pas changé d'état, je ne sais pas. Mais le but c'est de répondre le plus vite possible. On va voir comment on gère ce cas particulier avec la dernière requête. Avant ça, requesting. Donc requesting en fait, ça va être quand vous êtes au courant que l'utilisateur a changé de matériel. Donc par exemple, il a rajouté une ampoule. Bah, vous allez prévenir Google en fait qu'il faut qu'il fasse une nouvelle synchronisation parce que bah, la liste du matériel a changé et ça serait cool qu'il soit au courant qu'il y a une nouvelle ampoule. Donc vous allez prévenir que ça a changé. Après chez Google potentiellement ils vont refaire une requête sync direct en réponse. Potentiellement ils vont attendre que l'utilisateur relance l'application, ce genre de choses. Mais au moins ils sont au courant. Et donc la dernière requête qui s'appelle report state, elle en fait c'est justement quand un composant a changé d'état, mais pas en réponse directe à une requête execute ou après le temps raisonnable de 200 millisecondes, bah vous allez pouvoir dire à Google, ok, telle lampe elle a changé d'état, ou tel appareil a changé d'état d'ailleurs. Que ce soit parce qu'il y a eu un délai trop important, ou par exemple bah, tout simplement que l'utilisateur a appuyé sur son interrupteur pour allumer sa lampe. Ça arrive encore. Voilà, donc après Google se débrouille pour savoir ce qu'il fait derrière. Je suppose que si le report state arrive juste après la réponse à execute, il doit pouvoir notifier l'utilisateur que ça s'est effectivement bien passé. Après, je suppose que s'il reçoit un report state un peu n'importe quand, bah, ils vont tout simplement rien en faire. Mais ils sont notifiés. Du coup, je vais faire une petite démo. Alors le but de la démo, ça va être de vous montrer tout simplement qu'une application, déjà, dans un premier temps, peut fonctionner sur n'importe quel type de matériel sur lequel vous avez Home Assistant. Et le deuxième point intéressant de la démo, c'est que va vous montrer l'implémentation en fait, de Smart Home qui a été faite par Home Assistant. Alors, l'instance de Home Assistant que j'utilise tourne chez moi, c'est celle de mon appart. Parce que en fait, Google a besoin de pouvoir accéder à un nom de domaine qui répond à un certificat SSL, enfin qui a un certificat SSL, etc. Donc c'était beaucoup plus compliqué d'amener tout ici, donc je vais vous demander de me faire intégralement confiance. Quand vous voyez une petite lampe s'allumer ici, bah, c'est qu'elle s'est vraiment allumée chez moi. J'ai fermé les volets avant. Hein. Donc la première étape, c'est bah, je vais faire ça ici. Allume la lampe du bureau. C'est Google Allo, donc je suis en train de parler avec l'assistant Google qui s'est déconnecté, qui ne va pas me répondre. Non. Bon. On va passer du coup à la deuxième étape. Je vais le faire ici. Le micro est de nouveau opérationnel. Ouais, je vais dire OK Google. Allume la lampe du bureau. Ah mais elle est déjà allumée. Compris, j'allume la lumière, lampe bureau. Donc on voit ici qu'elle est allumée. OK Google, éteins la lampe du bureau. Très bien, j'arrête la lumière, lampe bureau. Donc voilà, on voit bien que sur un assistant, donc chez moi, la lumière s'est éteinte. Peut-être que Allo me répond. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle était déjà allumée. Je vais dire allume la lampe de la cuisine. Non, tu veux pas? Bon. Après, donc là, ça passe par un pont Philips Hue qui ne renvoie pas l'état en temps réel des lampes, donc ça va mettre un petit moment à passer comme allumé, mais petit à petit, ça va passer comme allumé. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est la même application qui est paramétrée sur mon compte Google une seule fois. Et bah, quel que soit l'appareil que j'utilise pour interagir avec, par exemple si j'utilise mon téléphone et que je dis OK Google, éteins la lumière à la cuisine, là c'est vraiment l'assistant qui a sur le launcher Google. J'arrête votre lumière. Bref, il m'a répondu exactement de la même manière, et les lumières se sont éteintes même si ça ne se reflète pas tout de suite. Voilà. Donc concrètement, on peut assez facilement avoir du matériel qu'on va acheter chez différents constructeurs, mais vu que chacun a développé son application qui va bien, on va pouvoir l'intégrer dans le Google Home ou sur Google Assistant qui permet de faire une passerelle avec tous les types de composants qui sont gérés par Home Assistant sur le Google Home, vu qu'il va lui les exposer en fait en implémentant l'API Smart Home.
et du coup de les contrôler via à peu près tout et n'importe quoi, tant qu'il y a l'assistant Google dessus. Et donc en acceptant que les requêtes partent chez Google et potentiellement on ne sait où. Donc pour conclure, tout ce qui est Actions on Google, l'assistant Google, etc., c'est un écosystème qui est encore très très jeune. Enfin, je veux dire, l'assistant ça a été introduit il y a 2 ou 3 ans si je ne me trompe pas. Le Google Home il est dispo en France depuis quelques mois seulement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui évolue très très vite. Tout ce qui est requesting, etc., ou changement de surface à la volée, c'est des choses qui ont été rajoutées la semaine dernière. Jusque-là, ça n'existait pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue très régulièrement et très vite. Il y a de très très bonnes idées sur la partie Smart Home, donc par exemple tout ce qui est la notion de trait qui va pouvoir être implémenté ou non par un type d'appareil et de ne pas se limiter à un type d'appareil assez générique comme une lampe ou autre. Je trouve ça vraiment intéressant. Après je trouve dommage que ce soit vraiment orienté cloud et que si vous n'avez pas un web service qui implémente de l'OAuth avec un certificat SSL valide, etc., une partie pour identifier l'utilisateur, enfin c'est vraiment une grosse infrastructure à mettre en place. Du coup, je trouve ça dommage, c'est assez compliqué de mettre ça en place chez soi en fait, tout simplement. Et après, en tant qu'utilisateur, l'utilisation des applications, devoir répéter à chaque fois « Ok Google, dis à machin de… par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Bring Shopping List. C'est une application liste de courses assez basique, mais qui fonctionne bien sur le web, sur le téléphone, sur la montre, etc. Et récemment, ils ont sorti une version pour le Google Home. Alors pas encore en français, mais du coup, j'avais testé en anglais. Et grosso modo, ne serait-ce que pour ajouter un article à sa liste de courses, on se retrouve à dire « Ok Google, dis à Bring d'ajouter du chocolat à ma liste de courses ». Et puis, si on se rend compte qu'en fait, on voulait un deuxième article, « Ok Google, dis à Bring d'ajouter machin ». Et ça devient vite très très lourd. En fait, il manque un mécanisme qui permette à Google de savoir, ok, l'utilisateur essaie de faire tel type d'action, quel type d'application a-t-il installé, ok, il y a ça, 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 il n'y a que celle-là qui répond à un tel type d'intent, bon vas-y, je balance à telle application, potentiellement je vais rajouter un flag pour la prévenir, je suis pas sûr que ce soit pour toi, si tu peux pas le traiter, t'en fais pas trop, mais il manque un truc qui fluidifie en fait l'utilisation des applications, je pense. Après, encore une fois, c'est jeune et c'est bien évidemment amené à évoluer, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux nous montrer ton bureau de Home Assistant, ouais. Du coup, et nous expliquer vite fait qu'est-ce que tu as, parce que je vois, il y a aspirateur. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as comme matériel. Alors, j'ai beaucoup de trucs bidouillés avec des Arduino ou des ESP un peu partout. Donc, par exemple, sur l'aspirateur, c'est pas du tout l'aspirateur qui est connecté en lui-même. J'ai un petit capteur de distance à ultrasons qui est au-dessus de la station de recharge de mon aspirateur. Et du coup, ça me permet de savoir est-ce qu'il est en train de charger ou pas. Alors, ça paraît très con, c'est très con, effectivement. C'est juste que j'ai été sur eBay, j'ai cherché tous les capteurs que je pouvais acheter pour moins d'$1. Les Chinois sont très très forts. Et je les ai commandés et cherché un cas d'utilisation après. Ce qui, a posteriori, était super rigolo, mais pas forcément super intelligent. Et du coup, je peux savoir en combien de fois en fait mon aspirateur passe dans l'appartement, et je sais que s'il va se charger 2 fois pour faire mon appartement, il va être temps de commander une nouvelle batterie par exemple. Après, donc tout ça c'est des lampes Philips Hue. J'ai un petit bandeau de LED assez similaire à celui-ci. J'ai un Raspberry Pi sur lequel j'ai un écran. Et en SSH, je suis capable d'allumer ou d'éteindre l'écran. En fait, j'ai l'application dont parlait Mickaël tout à l'heure qui permet d'exposer de manière très visuelle différentes informations dans Assistant. Donc c'est ce que j'ai en fait dans mon salon. J'ai un petit écran, c'est un écran de 3 pouces qui m'affiche la température et la météo de dehors en fait, le temps de passage dans le prochain bus que je prends pour aller au boulot et le temps de trajet en voiture si jamais j'ai en voiture. Tout ça permet d'éviter les bouchons, juste en jetant un œil au petit écran. Et quand je suis pas chez moi ou que je dors, ça sert à rien de le garder allumé, du coup je peux l'éteindre automatiquement. Ça c'est la température qui est remontée par un Arduino dans ma chambre. J'ai une petite prise connectée Wimo que je peux allumer ou éteindre sur laquelle j'ai un ventilateur. Ça c'est une lampe Xiaomi qui est connectée. Alors c'est bien, c'est pas cher. Ça marche comme un produit pas cher. C'est-à-dire assez mal. Encore ce matin j'ai passé une demi-heure à la reconnecter.
Ça, c'est une prise connectée Z-Wave qui me permet de surveiller la consommation de mon lave-linge et du coup me prévenir tout simplement. Le bip de mon lave-linge est très faible et par contre il fait beaucoup de bruit, donc je ferme la porte quand il est en train de tourner. Du coup, j'entends pas quand est-ce qu'il est terminé. Et du coup, quand il est terminé, l'assistant demande à mon Google Home de me notifier ok, le lave-linge est terminé, il faut aller étendre le linge. Et voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Après, j'ai un ampli qui est connecté. Je m'en sers pour pouvoir l'allumer et l'éteindre tout simplement, puisque sinon il sera allumé tout le temps parce que je me connais, je suis flemmard. Donc automatiquement, quand j'ai Kodi, j'ai un Kodi ici qui est connecté aussi. Quand j'ai Kodi qui commence à lire, ou quand j'ai mon lecteur de musique qui commence à lire, pouf, j'ai mon ampli qui s'allume, qui se met sur le bon canal, etc. Donc ça c'est tout ce qui est gestion de musique, etc. Donc là on peut voir par exemple ce dont parlait Mickaël tout à l'heure, donc c'est Piol que j'ai chez moi et qui me donne le nombre de le pourcentage de requêtes DNS, donc déjà le nombre qui ont été faites sur mon réseau local aujourd'hui. Ça fait réfléchir quand on voit ce genre de nombre, mais bon, pourquoi pas. On voit le pourcentage qui était de la pub et le nombre de pubs directs qui ont été bloqués, sachant que c'est des requêtes DNS, donc votre ordinateur ne vous refera pas la même requête si elle a été faite une fois, en tout cas pas tout de suite. Bon, tout ça, ça sert un peu à rien, mais c'était là, donc je l'ai intégré, c'était rigolo. Ça, c'est du Wake on LAN, donc je peux allumer mon PC en appuyant sur le bouton. Automatiquement, vu que j'ai une automatisation qui fait ça, si mon PC s'allume, ça va allumer la lampe que j'ai au bureau, etc. On peut faire plein de petits trucs, et du coup, on les fait, et pourquoi pas. Ça, c'est ce dont je parlais, donc ce que j'ai sur l'écran. J'ai une automatisation en fait, qui va lire dans mon agenda Google où est-ce que je vais un jour donné. Donc, moi, je suis prestataire et du coup, je n'ai pas tous les jours aux mêmes endroits. Et en fonction d'où je vais, il va me donner le temps de trajet en voiture pour cette destination-là. Et quelques lignes de bus donc, que j'utilise pour aller à des endroits assez régulièrement. Et en fait, en fonction de l'endroit où je suis, donc par exemple, si je suis chez mon client à l'Ardenne, j'utilise le bus 65 pour rentrer, à partir de telle heure le soir, si je suis là-bas, il va me notifier 10 minutes avant que le prochain bus passe à l'arrêt. Du coup, ça me permet d'aller tranquillement prendre mon bus et de ne pas attendre une demi-heure sous la pluie qu'il arrive. Voilà, ça c'est le nombre de Vélib sur les stations autour de chez moi. J'ai commencé à bidouiller un petit truc pour allumer automatiquement des lampes avant que je me réveille progressivement, ce genre de choses. J'ai jamais trop terminé, mais il y a moyen de saisir des données des infos. En fait, c'est pas un capteur qui remonte ces infos-là, c'est vraiment, voilà, je peux modifier, mettre 5h15. Et si j'avais une automatisation basée là-dessus, heureusement qu'il n'y a pas le réveil derrière, parce que sinon demain je me lèverais un peu tôt, mais bon voilà. Ça, c'est un booléen qui est en fait sur mon téléphone, j'ai un raccourci sur mon launcher qui me permet de passer en mode nuit entre guillemets. Donc déjà ça passe le téléphone en silencieux, mais ça éteint aussi, ça passe ce booléen à vrai aussi ici, et automatiquement ça va éteindre toutes les lumières chez moi, ça fait quelques automatisations. Et inversement le lendemain matin ça repasse et du coup ça rallume quelques trucs. Bon, ça c'est des données de web service, donc météo, des choses assez basiques, mais qui du coup je réutilise derrière pour l'écran que j'ai pour m'afficher les prévisions de la journée par exemple. Et bon, voilà, ça c'est des trucs que j'utilise derrière pour débugger, rien de concret. Et après, il y a 2-3 petits trucs sympas quand même que vous n'avez pas montré Mickaël tout à l'heure. Donc on peut remonter sa position par exemple via son téléphone. Donc là par exemple, je suis ici, ça paraît cohérent. On peut déterminer des zones, donc je bosse ici, des fois je bosse ici, des fois je donne des cours là-bas, des fois je vais faire mes courses là. Et en fonction des zones qu'on va régler, il va se passer différentes choses. Par exemple, quand j'arrive à Auchan, tout simplement j'ai ma liste de courses qui s'ouvre sur ma montre. Voilà, on peut voir tout un historique de ce qui s'est passé. Alors, par contre c'est super long à charger parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut voir un historique chronologique ou un historique par composant, en fait, il va présenter des graphiques, etc. Il y a une tentative d'intégration de liste de courses qui, pour l'instant, ne marche pas super, mais il commence. Il y a une partie qui permet de configurer directement depuis la partie web, et après, il y a pas mal d'outils de développement qui permettent de tester les différents composants, vérifier tous leurs attributs, voir s'ils sont bien gérés, ce genre de choses. Voilà, petit tour assez exhaustif.